Bienvenue à tous. Bonjour. Très heureux de vous avoir parmi nous ce midi. Bienvenue à ce webinaire 100 degrés. Dans le contexte particulier qu'on vit, là, on est très chanceux d'être en aussi grand nombre, donc plus de 85 participants et ça continue d'augmenter. 100 degrés, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, donc 100 degrés, la communauté en pleine ébullition qui amplifie vos projets en santé des collectivités. On a la chance aujourd'hui de parler de gaspillage alimentaire, donc d'avoir une table ronde où on s'inspire sur des perspectives très innovantes en matière de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, je m'appelle Marianne Lacharité-Lemieux, je travaille au projet 100 degrés et je serai votre responsable technique aujourd'hui. Donc, quelques petites considérations techniques justement pour vous permettre de bien profiter de votre expérience midi et d'interagir avec nous tout au long du webinaire. Puis, je cède ensuite la parole à notre animatrice. Donc, décroissance, circularité des avenues pour réduire notre gaspillage alimentaire. Vous aurez compris effectivement que c'est une table ronde. Donc, on a prévu certaines questions pour les panélistes qui sont avec nous aujourd'hui, mais ces questions vous sont aussi adressées. En fait, on est intéressé d'avoir votre avis, d'entendre parler de vos réalités, de vos projets. Donc, en tout temps, on vous invite à interagir avec nous par écrit. Donc, il y a deux façons de le faire. Il est normal qu'actuellement, vous n'ayez pas accès à votre micro parce qu'on n'est plus, bon, maintenant, on est plus de 103 participants en ligne, donc ce serait peut-être ingérable d'ouvrir les micros à un si grand nombre de participants. Donc, on vous invite à converser avec nous de deux façons. Vous le voyez à l'écran. Donc, deux petits outils très simples que je vous invite à explorer tout au long du webinaire. Converser, c'est le bon vieux chat que vous connaissez déjà. Et questions et réponses qui est également encerclé là en bas, qui est un petit peu différent. Donc, je vous invite à naviguer à travers les deux. Je vais rester à l'affût en fait de ces deux outils-là, puisque moi, tout au long du webinaire, je me fais la porte-parole de vos interactions et je me charge là, de poser les questions, de transférer les questions que vous avez à notre animatrice. Donc, en tout temps, là, je suis le lien entre nos panélistes et l'auditoire, entre vous finalement. Donc, vous pouvez également en haut à droite modifier en tout temps les paramètres d'affichage. Donc, je vous invite à explorer ça également. Déroulement, donc, un webinaire qui dure aujourd'hui 50 minutes. Par contre, les panélistes et notre animatrice se rendent disponibles jusqu'à 13 heures. Donc, pour un 10 minutes supplémentaire, si jamais vous souhaitez rester avec nous pour poursuivre les échanges et la discussion, vous êtes les bienvenus. Si vous devez quitter après 50 minutes, pas de souci non plus. On a l'immense bonheur aujourd'hui d'avoir notre animatrice avec nous, Mme Joanne Turbide. Vous pouvez vous imaginer, bon, c'est une belle fleur qu'elle nous fait, étant donné qu'elle est secrétaire générale et directrice au développement durable à HEC Montréal. Donc, évidemment, là, avec la crise qu'on vit actuellement au Québec, elle est au front de la gestion de cette crise-là. Donc, au nom de toute l'équipe et de toute la communauté 100 degrés, là, on la remercie chaleureusement d'être avec nous ce midi pour l'activité. Merci beaucoup, Joanne. Comme panéliste, on a également Yves-Marie Abraham, que vous connaissez sans doute, le véritable spécialiste de la décroissance. Monsieur Abraham est professeur agrégé à HEC Montréal. Il est également l'auteur de plusieurs œuvres qui ont connu un énorme succès. Donc, bienvenue, Monsieur Abraham. Éric Ménard, que vous connaissez peut-être aussi, donc expert en lutte au gaspillage alimentaire. Éric est fondateur, coordonnateur du REGAL, qui est le réseau contre le gaspillage alimentaire. Bienvenue. Et finalement, Mathieu Boyd, chargé du projet Les fruits partagés de Moisson Rimouski-Neigette. Donc, c'est un projet qui a lieu justement à Rimouski, dans le bas du fleuve. Donc, ce sera notre lien avec le terrain aujourd'hui dans le cadre des discussions. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse la parole, Joanne. On aura évidemment l'occasion d'y revenir à quelques reprises, mais on apprécie que vous soyez là en virtuel avec nous dans le contexte où, bon, probablement, vous êtes avec la famille, les enfants, donc vous êtes en télétravail. On espère que vous êtes en sécurité. Et on s'est dit, ben tiens, voilà une bonne occasion de maintenir l'activité virtuelle qu'on avait prévue avec vous pour continuer d'échanger sur des sujets d'intérêt ensemble.
Et il y a quand même certains liens à faire avec le système alimentaire par rapport à ce qu'on vit actuellement au Québec et la pandémie là, qui a lieu actuellement. Donc, on aura l'occasion d'entendre nos panélistes là-dessus aussi. Donc, je vous laisse la parole, Joanne. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, encore merci d'être là. Et ça nous fait grand plaisir de discuter d'un sujet d'actualité, d'autant plus en ces temps de pandémie. Donc, d'abord, qu'est-ce que le gaspillage alimentaire? C'est la première question qu'on peut se poser ensemble. Donc, ce qu'on voit ici, la définition, c'est lorsque tout aliment consommable qui a été chassé, cultivé, pêché, de façon intentionnelle ou non, n'aboutit pas dans la consommation humaine directe. Donc, est-ce qu'il y a des panélistes qui veulent ajouter quelque chose sur une définition plus opérationnelle aussi du gaspillage alimentaire? Oui, ben moi, en fait, j'ajouterais en fait des précisions ou une interprétation en fait de cette définition-là qui est très semblable à celle que j'utilise aussi. Pas dans les mêmes mots, mais au final, on dit la même chose. Dans le fond, c'est tout aliment et partie d'aliments. Moi, j'insiste aussi beaucoup sur toutes les parties d'aliments qui peuvent être consommables, comestibles, qui sont jetées tout au long qui sont en fait détournées de l'alimentation humaine, peu importe à quel moment dans la chaîne, là, que ce soit de la production agricole jusqu'à l'assiette. Donc, dès qu'un aliment qui est destiné à nourrir des humains ne nourrit pas des humains, c'est du gaspillage. Merci. Alors, pourquoi on a tant de gaspillage alimentaire? On en a, on dirait, de plus en plus. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? On commence par qui? Ben, Eric, si tu veux peut-être y aller avec la perspective globale, moi, je pourrais te donner des exemples concrets par la suite. À l'échelle mondiale, on estime que c'est le tiers de l'alimentation qui serait gaspillée. C'est sûr que tous les chiffres qu'on a sur le gaspillage alimentaire à l'heure actuelle sont des extrapolations, sont des estimations. Le gaspillage n'est pas chiffré précisément là, partout à travers le monde. C'est vraiment, on fait des extrapolations à partir de données qu'on réussit à obtenir. Donc, c'est un ordre d'idée, un ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, le tiers de l'alimentation mondiale. Au Canada, ça serait à peu près 30% aussi selon les plus récentes statistiques. Mais encore là, c'est pas des statistiques hyper précises. Là, on n'en a pas accès à des données plus précises que ça. Mais c'est ça. Ça nous donne un ordre de grandeur que c'est des quantités incroyables, astronomiques, en fait, à toutes les étapes de la chaîne qui sont gaspillées pour mille et une raisons. Mais il y a quand même des causes principales qu'on va aborder un petit peu plus tard. Là, mais oui, c'est ça. Donc, au Canada, on estime que ça pourrait être 30%. On a eu des chiffres aussi en Amérique du Nord jusqu'à 40%. Donc, c'est dans ces eaux-là. Donc, c'est énorme là, si on réalise un aliment sur 3, donc à la limite, est jeté. Donc, on prend 3 aliments et on en jette 1 sur 3. Oui, exactement. Puis on entend souvent parler de la problématique mondiale de la faim, puis comment on va faire pour réussir à nourrir 9-10 milliards d'habitants en 2050. C'est quand même des enjeux mondiaux qui reviennent souvent. Puis en fait, on produit déjà suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. C'est pas un problème qu'on n'en produit pas assez, c'est un problème qu'on gère mal ce qu'on produit au final. Yves-Marie, toi, est-ce que tu dirais que le système dans lequel nous vivons influence ce gaspillage alimentaire? Oui, si on essaie d'en proposer une explication très, très macroéconomique, macro-sociologique, je dirais que c'est un bon indice, un peu d'une des limites de notre système qui est système économique qui est orienté fondamentalement vers la nécessité de dégager des profits monétaires et tendanciellement un maximum de profits. Dans cette perspective, la vente des marchandises est finalement la principale stratégie, la principale manière de réaliser des profits. Alors là-dedans, que ces marchandises, elles soient consommées ou non, importe peu en fait. Hein. Et ça vaut pour toutes les marchandises, et ça vaut évidemment pour les marchandises que nous consommons et qui constituent notre alimentation. Donc qu'elles soient consommées ou pas, c'est pas ce qui est important. L'important, c'est qu'elles soient vendues en fait. C'est ça qui est au cœur de notre système. Et donc, à la limite, que ces marchandises soient gaspillées, notamment que ces produits alimentaires ne soient pas consommés, c'est pas grave, puisque ça augmente même les chances que le consommateur revienne sur le marché rapidement pour acheter à nouveau. Et c'est de ça dont notre système a besoin. Donc ça, ce serait pour moi la première grande explication. La deuxième, très rapidement, toujours en termes macro-sociologiques, une des caractéristiques de ce système économique,
c'est que finalement le producteur ne consomme pas ce qu'il produit le plus souvent, hein, il est séparé du fruit de sa production, et le consommateur ne produit pas ce qu'il consomme en fait. Hein. Donc on a une espèce de séparation là, fondamentale et qui est assez caractéristique de notre monde, qui fait que ça ne génère pas d'attachement particulier en fait, à l'égard de ce qui est produit, hein, ni de la part du producteur, ni de la part du consommateur. Si, comme moi, vous avez, une fois dans votre vie, cultivé une partie de votre nourriture, bah, vous ne la laissez pas partir à la poubelle aussi facilement que ça. Il se crée quelque chose qui n'est pas possible, en fait, dans l'état actuel des choses. On est dans une forme d'aliénation, comme disait Gunther Anders, assez particulière, où on est finalement les fruits sans le travail. Il nous faut du travail lié aux fruits, sinon on est dans un rapport qui est de désintérêt, de détachement par rapport à ce qui est produit, et je pense que le gaspillage vient en partie de ça. Voilà. C'est fort intéressant parce qu'on observe justement un retour à l'approvisionnement local et cette idée-là aussi de cultiver soi-même ses fruits, ses légumes. Alors, parlez-nous maintenant des fruits partagés, donc votre expérience, Mathieu. Oui, ben, peut-être juste en deux mots avant pour dire c'est quoi les fruits partagés. Là, nous, c'est un projet de récupération justement des surplus alimentaires chez les producteurs agricoles, les productrices agricoles et les citoyens, citoyennes dans la MRC de Rimouski-Neigette. Donc, nous, on va s'intéresser justement, pour reprendre un peu la typologie d'Éric, à ce qui est perdu au début de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire au moment, à la toute fin de la production finalement. Donc, ce qu'on va récupérer, c'est des fruits et légumes. Nous, on se concentre beaucoup sur les fruits et légumes. Chez les producteurs agricoles, souvent de petites surfaces, des petits producteurs agricoles, donc ce qu'on appelle communément les maraîchers bio. Et on se fait beaucoup de poser cette question-là, justement, comment ça se fait qu'il y a des pertes sur des fermes agricoles? C'est pas un peu contre-intuitif par rapport à l'idée qu'il faut rentabiliser ces fermes-là. Et ce qu'on a obtenu comme réponse en parlant avec les agriculteurs, c'est, pour donner des exemples très concrets, il peut y avoir une question de... Si je prends l'exemple concret, par exemple, des fraises, un partenaire avec qui on travaille, c'est non rentable pour ce producteur-là de faire plusieurs cueillettes dans son champ de fraises. Donc, il va faire une seule cueillette au moment où il y a un maximum de fraises qui sont mûres. Mais il y a encore beaucoup de fraises qui vont mûrir dans les jours et les semaines suivantes, mais ce n'est pas rentable pour lui de payer ses employés pour les cueillir. Donc, à ce moment-là, il nous appelle, puis nous, on vient chercher ces fraises-là. Il y a aussi des pics saisonniers de production. Un très bon exemple de ça, c'est les courgettes. Donc, les producteurs qui ont des paniers bio vont planifier X nombre de courgettes par panier, par adhérent. Et ce qui va arriver, c'est qu'en milieu de saison, quand le plant de courgettes produit à plein, bien, ils vont avoir 2 fois trop de courgettes pour la quantité qu'ils ont besoin. Donc, à ce moment-là, nous aussi, on intervient. Il peut y avoir de la surproduction, entre guillemets, surproduction planifiée, c'est-à-dire que les agriculteurs et agricultrices vont souvent prendre en compte l'idée qu'il va peut-être y avoir des pertes, donc que tous les plants ne produiront pas, ou qu'il va y avoir, par exemple, pour des questions météo ou autres, des pertes. Donc, ils vont produire un petit peu plus, puis quand la saison va bien, bien, tout d'un coup, ils ont un surplus. Puis un autre exemple qui est tout banal, bien, c'est le manque de temps. Donc, à un moment donné, quand on sait qu'au Québec, la saison est très courte, puis quand on est dans le boom de production, il peut y avoir un manque de temps aussi pour récolter tout ce qui est sur les plants. Donc, très concrètement, nous, on travaille avec des petits producteurs. Donc, dans le monde agro-industriel, je crois que c'est différent, mais c'est ce que nous, on observe là, avec nos partenaires. Donc, je vois Yves-Marie hocher de la tête. Donc, ça fait vraiment le lien avec le fait que ce qui compte majoritairement pour que les producteurs survivent, c'est la vente. Donc, on est loin de les mettre, de les mettre en cause dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'avec des ressources limitées, ils vont au maximum de la rentabilité qui n'est pas énorme non plus. Là, on le sait très bien, mais en même temps, tout ça provoque des déchets. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, Mathieu, avec ce que vous récupérez comme ça, des récoltes, donc des légumes et des fruits qui sont encore très bons? Ce n'est pas des légumes moches ou des fruits moches. Non, ça peut être tout simplement des légumes qui ne sont pas de calibre 1, donc des légumes qu'on appelle les déclassés, qui sont tout à fait comestibles, mais qui ne correspondent pas aux attentes des consommateurs. Donc, nous, on va les chercher. Donc, on organise des cueillettes avec des groupes de bénévoles qui, eux et elles, partent avec une partie des récoltes et le reste va à la Banque alimentaire Moisson Rimouski-Neigette qui pilote le projet. Puis, on va faire de la redistribution auprès des usagers de nos services. On va faire de la transformation aussi
de façon à, comme je disais tout à l'heure, vu la saison est courte au Québec, de façon donc à étaler dans le temps la redistribution. Donc, on va faire des canages, des lactofermentations, des confitures, des mets préparés, par exemple, qu'on va congeler. Donc, fait qu'on a toutes sortes de stratégies pour essayer de répartir dans le temps au maximum là, la redistribution. Très bien. Très, très belle initiative, très inspirant. Je serais curieuse de réfléchir à comment mettre à l'échelle une telle initiative. Donc, sur un autre sujet quand même, quels sont les acteurs qui peuvent contribuer à réduire le gaspillage alimentaire? Donc, comment on peut collectivement, vous avez une initiative particulière chez vous, mais comment on peut collectivement sensibiliser davantage tous ces acteurs-là? Qui sont-ils et comment le faire? Alors, et là-dessus, je nous permettrais de poser la question d'abord à ceux qui nous écoutent. Donc, j'ai un petit sondage pour vous, si jamais ça vous tente d'y répondre. Donc, je le lance à l'instant. Donc, effectivement, c'est la même question que Joanne vient de poser. Qui, selon vous, a le plus de pouvoir pour contrer le gaspillage alimentaire et participer à certaines pistes de solutions? Pour ceux et celles qui ne verraient pas le sondage apparaître à l'écran, donc je vous invite à nous répondre dans le chat. Souvent, c'est un problème de navigateur. Là, pour les prochaines fois, tentez de vous connecter avec Google Chrome, qui est plus efficace que Internet Explorer, par exemple. Et donc, je vous nomme les choix de réponse, en fait, pour ceux qui ne le verraient pas. Donc, qui a le plus de pouvoir pour contrer le gaspillage? Est-ce que ce seraient les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les commerçants, les consommateurs, les gouvernements ou toutes ces réponses? Encore quelques secondes et j'attends vos réponses dans le chat pendant ce temps ou directement dans le sondage. Donc, je vous partage les résultats. On voit qu'il y a une majorité de gens qui nous répondent qu'effectivement, c'est une responsabilité partagée. Et on va voir, en réponse à la question que vous posiez, Joanne, quelle serait la responsabilité partagée de ces acteurs-là qui font partie, donc, du système alimentaire. Je vous redonne la parole. Alors, Éric, est-ce que vous avez un début de réponse à cette grande question? Bien, je suis fier des gens qui nous écoutent, ben, de 59% qui ont dit toutes ces réponses, parce que, effectivement, ce serait ça la réponse à laquelle on arriverait là, à l'heure actuelle, là, selon les informations qu'on a sur le gaspillage alimentaire. En fait, la responsabilité est vraiment partagée parce qu'on est tous responsables de gaspillage à toutes les étapes de la chaîne, que ce soit 5, 10, 15, 20%. On ne peut pas vraiment le savoir précisément à l'heure actuelle, comme je disais, parce qu'on manque beaucoup de données. Mais ces pourcentages-là, de toute façon, dès qu'on les reflète en quantité d'aliments, ça reste des quantités énormes à chaque étape de la chaîne. Donc, c'est vraiment... puis chacun, donc, on a une responsabilité à jouer pour réduire ce gaspillage-là, puis donc une responsabilité individuelle mais collective aussi dans chaque secteur, puis collectivement, toute la société, de changer notre rapport à l'alimentation, comme un peu Yves-Marie le disait aussi, que l'alimentation, c'est devenu un bien de consommation comme les autres, justement, qu'on achète, qu'on jette, sans lui donner particulièrement de valeur plus que ça. Fait qu'il faut vraiment revoir beaucoup notre relation là, à l'alimentation. Puis tout à l'heure, Joanne parlait de fruits et légumes moches en disant ceux qui sont gaspillés dans les champs ou qui sont récoltés par les fruits partagés, c'est pas des aliments moches, mais même ce concept-là, en fait, de cette idée culturelle-là qu'il y a des aliments qui sont moches, c'est purement justement imaginaire, en fait. C'est nous qui donnons ces qualificatifs-là aux aliments, mais qui les jugeons sur leur apparence, mais c'est absolument... c'est une des grandes causes, en fait, de gaspillage partout à travers la chaîne. Ces standards-là qu'on met aux aliments, qui sont des standards de plus en plus élevés, justement dans une logique de commercialisation capitaliste, en fait, d'accorder plus de valeur, psychologique aux aliments, donc on peut leur accorder une valeur marchande plus grande, et inversement, bien, ceux qu'on accorde moins de valeur, si on veut, psychologique, justement, mentale, on leur accorde moins de valeur, voire pas de valeur, en fait, sur les marchés, comme justement ceux qu'on appelle moches, où forcément, on va les vendre, si on les vend, et on va les vendre moins cher, puis il y en a plein qu'on va pas vendre parce qu'on va les considérer trop moches. Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec la réelle valeur alimentaire
nutritive de ces aliments-là. En fait, c'est complètement déconnecté. C'est juste une valeur complètement là, imaginaire qu'on a donnée aux aliments. On s'est beaucoup détourné, en fait, de la réelle valeur des aliments à travers ça. Fait que les standards, puis le problème aussi avec ces standards-là, c'est qu'ils augmentent sans cesse parce que les acteurs économiques veulent se faire compétition les uns envers les autres. Donc, ils sont sans cesse en train d'augmenter les standards pour montrer, regardez, ben nous, on a des plus beaux produits que nos voisins, et puis regardez, puis nous, notre sélection est encore meilleure, puis donc, ça augmente. Il n'y a pas de fin, en fait, à ça, les standards. Ces standards-là engendrent du gaspillage là, astronomique. Fait que c'est pour ça qu'il y a des alternatives là, comme les fruits partagés puis plein d'autres là, dont on pourra parler là, qui s'affranchissent de ces standards-là, ben, c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller. C'est intéressant. Alors, dans le fond, on ne devrait même plus appeler ça des légumes moches. Non, moi, c'est ça. Même les légumes, on voit là, qu'on a remis sur le marché les tomates ancestrales qui ont des formes un peu moins rondes et lisses, mais qui sont beaucoup meilleures au goût. Donc, il faut réfléchir justement à notre vocabulaire pour qu'il y ait un changement de culture. C'est fort intéressant ce que vous amenez parce que le fameux A1 là, fait en sorte qu'on détruit à la base beaucoup d'aliments qui sont très, très comestibles et qui sont très goûteux aussi. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Vous, les gens qui sont branchés à ce webinaire, vous aimez bien les solutions concrètes. Alors, quelles sont les solutions concrètes qu'on peut apporter ensemble pour réduire le gaspillage alimentaire? Donc, effectivement, ce qui se fait chez Mathieu, ce qui se fait dans la région du Bas-Saint-Laurent, mais donnez-nous plein d'idées qu'on pourrait mettre en œuvre pour réduire ce gaspillage alimentaire. Donc, Mathieu? Oui, si je peux juste, moi aussi, chercher à répondre à la question précédente que je trouve super intéressante. Puis Eric a amené des éléments très intéressants, mais mon impression à moi, c'est qu'on est pris dans une logique systémique où tous les acteurs qui sont nommés là sont quand même relativement limités dans leur capacité à changer l'état des lieux. En fait, Éric parlait d'éléments culturels. Je pense que vraiment, on est pris dans un paradigme, dans un système alimentaire où tout le monde est un peu coincé finalement. Les producteurs, productrices voudraient ne pas gaspiller, mais sont pris dans une logique où ils sont à la course constamment. Les consommateurs, oui, par leurs achats, peuvent un peu influencer, mais on voit que ça fait quand même un certain temps que ce mouvement-là de la consommation responsable existe, puis il n'y a pas de changement de paradigme en vue. Donc, moi, j'ai envie de dire que le véritable acteur de changement pour contrer le gaspillage alimentaire, c'est la société civile en tant qu'entité politique, donc en tant que groupe social mobilisé qui vise à changer ce paradigme-là. Je pense qu'il faut vraiment sortir de la boîte dans laquelle on est pris, puis moi, en tout cas, à un titre personnel, je ne crois pas que c'est en sollicitant les gouvernements qui, à notre époque, sont beaucoup les valets aussi des grandes entreprises et des gens qui tiennent ce système-là en place. Ce n'est pas via le vote non plus ou les pressions auprès de nos élus qu'on va y arriver. Donc, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais bref, j'ai l'impression que la réponse est peut-être à trouver du côté de la société civile. Sinon, Joanne, si tu peux me répéter la question au niveau des solutions concrètes, c'est bien ça que tu me demandes? Oui, c'est ça. Donc, comment on peut contrer le gaspillage alimentaire? Quelques exemples concrets, comme par exemple transformer et distribuer les surplus, ce que vous faites exactement chez vous dans votre projet. Bien, je pense que nous, on travaille beaucoup. Une des extensions, on va dire, de notre projet, c'est le développement des compétences culinaires. Chez les usagers de notre banque alimentaire et dans la population en général. Donc, développer la capacité à bien connaître les aliments, comment bien les valoriser et bien les conserver. Je reviens sur l'idée que la saison est courte au Québec, donc c'est super important si on veut pouvoir manger de façon saine et locale le plus souvent possible, mais aussi pour limiter le gaspillage. Donc, ça, c'est clairement une solution. Et ce que tu mentionnais, je me permets, Joanne, de réagir sur ce que je lis actuellement dans le chat, en fait, et ce que Mathieu, tu partageais, ça fait écho à plusieurs d'entre nous, là, notamment Marie-Josée, Joanie, qui nous disent
de revenir à une plus petite échelle, donc un retour à la terre. Je pense qu'on doit collectivement apprendre à faire pousser nos propres fruits et légumes. Donc, ce dont tu parlais par rapport à la société civile, ça fait écho là, à plusieurs dans le chat. Ben, Oui, pardon. J'allais dire, Éric, de ton côté, tu as d'autres exemples aussi, autres que l'exemple de Mathieu, que le projet de Mathieu? Oui. Oui, bien, des exemples, en fait, il y en a, on pourrait en lister vraiment longtemps. Je vois même justement dans le chat, en Outaouais, ça doit être, je suis pas mal certain que c'est l'escouade anti-gaspillage en Outaouais qui est liée à la table de concertation pour la fin et le développement social, qui disent qu'ils récupèrent des invendus des supermarchés, mais qui transforment en collations nutritives pour des élèves, 35 tonnes d'aliments sauvés, 120 000 collations distribué gratuitement dans 5 écoles auprès de 1450 enfants, oui. Donc, ça, c'en est un comme là, on a ce projet-là, mais il y en a plein, en fait, dans toutes les régions du Québec. Il y a des projets comme ça qui vont souvent par des organismes communautaires, des banques alimentaires qui vont aller récupérer des surplus comme ça, qui vont soit les redistribuer directement ou les transformer pour permettre justement de prolonger la vie ou de gérer des fois là, des grandes quantités d'aliments. Donc, ça, il y en a un peu partout à travers le Québec. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Là. Il y a la Carotte Joyeuse à Nicolet qui font ça. Il y a justement l'escouade anti-gaspillage en Outaouais. Il y en a un peu partout. Le réseau des cuisines collectives au Québec, il y en a beaucoup qui s'approvisionnent comme ça en surplus. Puis qui en plus, là, en cuisinant avec les gens, ben, ça leur donne les outils pour savoir comment avoir plus d'informations sur comment transformer les aliments, les cuisiner, tout ça, parce que ça part de là aussi. Quand je parlais tout à l'heure de changer notre rapport à l'alimentation, c'est aussi d'en connaître plus sur les aliments parce qu'on a vraiment perdu énormément de connaissances culinaires dans les dernières années aussi, puis savoir quand est-ce qu'un aliment est bon, quelle partie de l'aliment est bonne à manger ou pas, comment on les transforme, comment on peut faire pour cuisiner toutes ces parties-là, puis les conserver. On a vraiment perdu beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Puis c'est important justement de se les réapproprier, ces connaissances-là, pour savoir comment mieux gérer la nourriture qu'on achète, qu'on consomme, savoir plus d'où elle vient, puis les impacts qui sont reliés à sa production, sa transformation, tout ça. Donc, il y a tellement, mais il y a beaucoup d'organismes qui travaillent là-dessus au Québec. Puis moi, en fait, aussi, je prends beaucoup de se sortir justement de l'achat des systèmes commerciaux là, industriels classiques là, justement, qui favorisent beaucoup, qui sont très liés au principe capitaliste. Donc, moi, ce que j'aime, c'est encourager les modèles alternatifs comme les paniers bio, que je pense que pour moi est un super modèle qui permet tellement de beaux avantages, que ça évite les intermédiaires, dans le fond, parce qu'on achète directement du producteur. Donc, il n'y a pas plein d'intermédiaires dans la chaîne de distributeurs, de transformateurs, de vente au détail, donc dans lesquels il se passe plein de gaspillage. Il y a plein de sélections qui se font à chaque étape. Alors que quand on achète directement du producteur via les paniers bio, il n'y a pas le gaspillage de tous ces intermédiaires-là. Puis, il n'y a pas de sélection esthétique aussi, comme on disait tout à l'heure, qui est une grande source de gaspillage. Quand j'achète les légumes de panier bio, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec des défauts. Mais justement, ces défauts-là ne sont pas des défauts. C'est juste des aliments qui ont des différences, puis ils n'ont pas toujours la même forme, puis c'est parfait. Fait qu'on sort complètement de cet esprit-là de perfection quand on achète directement du producteur, comme quand on produit nous-mêmes à la maison. Les standards esthétiques, on s'en fout un peu là, quand ça vient de chez nous. C'est la même chose quand on achète directement du producteur. Donc, pour moi, les paniers bio, c'est... puis en plus, c'est bio. Hein? Fait on réduit beaucoup les impacts de la production. Je pense qu'il y a un point là, qui est en filigrane, dont on ne parlera pas de manière détaillée, mais pour avoir moi-même vécu l'été dernier, d'avoir cultivé un acre et demi de terre, les produits qui sont A1, il ne faut pas oublier tous les pesticides qu'ils reçoivent pour être A1. Donc, oui. On se rend compte quand on consomme bio que la carotte qui n'est pas tout à fait parfaite ou la courgette, elle n'a pas reçu je ne sais pas quelle quantité, là, mais une quantité quand même importante de pesticides qui fait en sorte que c'est pour ça qu'elle est A1. Donc, quand on veut être conscient de bien s'alimenter, c'est là qu'on voit que les légumes qui sont moins parfaits sont quand même meilleurs pour la santé. Alors, il y a cet enjeu-là.
Et je dirais quand vous soulevez ça, justement, le réseau des fermiers de famille et tout ça, on est plusieurs à être abonnés à ce genre d'initiative. Alors ça, c'est une autre forme, c'est la deuxième forme. On a parlé de transformer et de distribuer les surplus. La deuxième forme pour réduire le gaspillage alimentaire, c'est réduire à la source. Donc, c'est vraiment de réfléchir dans la chaîne de valeur complète, c'est-à-dire de la production aux déchets, comment on réduit dans toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'alimentation. Je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir. Donc, le deuxième point, c'est gaspillage à la source. Le troisième point, c'est un peu ce que Yves-Marie défend ardemment et c'est apprécié, c'est-à-dire d'implanter des projets en marge du système actuel. Alors Yves-Marie, est-ce que tu peux nous parler un peu plus davantage de cette troisième forme de réduction? Ouais, donc en marge pour l'instant, mais dans la perspective de Mathieu que je rejoins complètement, pour moi, il faut penser les choses de manière systémique. Donc il faut vraiment sortir du système actuel qui est orienté vers cet impératif de rentabilité, cette nécessité de faire des profits, qui fait que, comme le disait bien Mathieu, finalement, on est tous un peu coincés, quelle que soit la position qu'on occupe dans ce système. Donc, on est beaucoup plus soumis à une logique abstraite qu'à des méchants capitalistes. Oui, il y a des méchants capitalistes, mais je dirais que ça les dépasse eux aussi. Donc, il y a vraiment l'impératif de sortir d'un système pour bâtir quelque chose qui serait un autre système orienté d'abord vers la satisfaction de nos besoins, qui serait la première exigence. Donc pour l'instant, on satisfait une exigence qui est celle d'accumuler de l'argent, d'accumuler du capital. Là, il s'agirait d'orienter les choses par rapport à nos besoins. Et ça, en fonction de normes aussi, qu'on pourrait appeler des normes du suffisant. Qu'est-ce qui suffit pour avoir une vie digne, une vie correcte, une vie convenable? Au Québec, alors au Québec, c'est pas la même chose si on est à Montréal ou si on est en Gaspésie. Donc, c'est des normes qui devraient être discutées aussi localement par les populations concernées. Qu'est-ce qu'il nous faut collectivement pour avoir une bonne vie? Et donc, c'est absolument essentiel que ça soit démocratique. Donc, ce serait, je dirais, la perspective générale. Bâtir un système alimentaire tourné vers la satisfaction de nos besoins en fonction de normes du suffisant. Et pour moi, effectivement, il y a une forme institutionnelle, une forme de vie sociale qui s'inscrit très bien dans cette perspective qu'on appelle aujourd'hui les communs. Mais les communs, dans plusieurs des exemples qui ont été donnés par Mathieu et Eric, là, il y a déjà des formes communalistes là, qui sont là. J'en proposerai une définition avant de donner quelques exemples. Qu'est-ce que c'est pour moi qu'un commun? C'est d'abord un collectif. Donc on est bien dans cette société civile dont parlait Mathieu. Un collectif qui veut satisfaire un ou plusieurs besoins. Alors là, en l'occurrence, un besoin alimentaire. C'est ça le premier impératif, dans un souci d'autonomie en fait, d'autonomie par rapport à une production alimentaire qui viendrait des entreprises ou d'ailleurs de l'État. Hein. Donc on est dans cette logique, on s'autonomise et par rapport à l'État et par rapport à l'entreprise pour essayer de satisfaire par soi-même et pour soi-même ses besoins, en l'occurrence alimentaires, et en essayant autant que possible de transcender ou d'atténuer la séparation production-consommation. Alors, c'est ce qu'on fait quand on est dans un système de soutien à l'agriculture, type panier bio. Certes, on ne devient pas soi-même un producteur, mais on entretient une relation avec le producteur qui est très différente d'une relation purement marchande, puisque finalement, on lui donne de l'argent en avance. Enfin, donc, on n'est pas du tout dans ce rapport agonistique là, où on a des intérêts divergents entre l'acheteur, entre le producteur et le consommateur. Là, on est beaucoup plus dans un rapport de collaboration. Donc ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension du commun, c'est justement la mise en commun de nos moyens d'existence, en fait, le plus possible. On partage nos moyens d'existence, on sort d'une logique de propriété privée ou d'une logique d'ailleurs de propriété d'État pour essayer de partager. Bon. Troisième et quatrième principe, la démocratisation, c'est-à-dire qu'on partage aussi la décision, on essaie de décider ensemble justement de la manière dont on va produire, de ce qu'on va produire, de la manière dont ça va être distribué, etc. Et quatrième principe, celui de la coopération. Là, on est dans des rapports qui sont beaucoup plus des rapports horizontaux que des rapports donc hiérarchiques ou des rapports de concurrence, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si on essaie de situer ça par rapport à des formes qu'on connaît, je dirais que la coopérative est très proche du commun, mais elle est un petit peu en deçà du commun, en ce sens que
la coopérative, on va se mettre ensemble pour produire une marchandise, coopérative de travailleurs par exemple, ou alors on va se mettre ensemble pour acheter une marchandise, comme coopérative de consommateurs. Donc on essaie d'être un peu plus fort par rapport à la logique de la marchandise, mais on passe encore par la marchandise. Bon, et donc on continue à être pris dans ces logiques dont on fait la critique depuis tout à l'heure. Là, on essaie de sortir de ça. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on rentre dans une forme qui est une forme plus radicale, qui serait celle de la communauté intentionnelle, de la commune, où là, on partage tout. Hein, c'est l'espèce de commun intégral pour les virtuoses. Ça, c'est pas tout le monde qui, à mon avis, est capable de faire ça. On ne peut pas penser, je pense, à un système social qui serait constitué uniquement de communautés intentionnelles. Donc le commun, c'est beaucoup plus modeste par rapport à ça. Si on prend des exemples concrets maintenant de commun, je pars de la ville, puisque je vis en ville. Celui que j'aime beaucoup actuellement, c'est par exemple l'épicerie Le Détour au bâtiment 7 à Montréal. Donc épicerie qui est créée donc par le bâtiment 7 dans un quartier qui était un désert alimentaire, où on a justement cet effort pour essayer de dépasser un peu cette logique entre le client et puis le vendeur, puisque finalement au détour, ceux qui s'occupent de vendre la marchandise sont aussi des usagers du détour, sont aussi des membres. Alors c'est une coopérative, mais donc on vient transcender cette distinction-là qui me paraît centrale entre production et consommation. On avait sinon à Montréal aussi, on n'en a pas parlé encore, j'aime beaucoup la patate du peuple à l'Université Concordia, qui est un très beau cas, donc où ils offrent, où jusqu'à récemment, j'ai pas suivi les derniers mois où est-ce qu'ils en sont, mais jusqu'à récemment, c'était 500 repas par jour, produits de manière en partie bénévole, par justement d'ailleurs des consommateurs de ces repas en partie, hein, et puis sinon par des récupérations de toutes sortes d'invendus, très beau commun aussi, hein, il me semble montréalais. J'aime bien aussi le projet des fruits défendus, qui était un projet de vivrer en transition à Montréal, où là il s'agissait de se mettre en commun pour aller récupérer des fruits que laissaient à l'abandon des propriétaires dans leur jardin, et puis ensuite les transformer, et un peu comme sur le mode de ce que fait Mathieu là, à Rimouski, donc faire de la transformation en commun, puis du partage de ce qui a été produit. Ça, c'est pour Montréal. Sinon, j'aime beaucoup ce que font un petit groupe en Gaspésie à Cap-au-Renard, donc la coop du Cap, où là, on est sur quelque chose d'assez, de peut-être plus classique. C'est donc ils font des paniers bio, mais dans un coin où il y avait pratiquement plus rien en termes d'agriculture, donc et un projet dans lequel ils impliquent finalement les gens localement. Donc, on a une communauté intentionnelle qui est à l'origine de cette coop du Cap, mais qui fait un superbe travail là pour ramener finalement à un type de consommation beaucoup plus local, bio, des gens qui avaient complètement perdu l'habitude là de ce genre de consommation et qui achetaient de la marchandise industrielle qui venait de l'autre bout du monde. Pour toi, Éric, tu as d'autres projets quand on parle de nouveaux projets d'épicerie zéro déchet qui est encore plus ancré dans le développement durable, donc qui réfléchit, comme je disais, de la source aux déchets, même aux pots et aux contenants qu'on transporte pour remplir ça. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces projets-là, d'épicerie zéro déchet? Bien, ça dépend toujours. Hein. Je les connais pas toutes, les épiceries zéro déchet. Il y en a de plus en plus qui apparaissent. Là, c'est vraiment un mouvement qui grandit beaucoup. Je les connais pas toutes, donc je pourrais pas tout dire si c'est quoi les valeurs qui les sous-tendent. Puis c'est sûr que ça reste des commerces, donc il y en a qui peuvent le faire de manière très capitaliste. Je sais qu'en région, il y a un peu moins de petites épiceries indépendantes zéro déchet, donc il y a les bulk barn chez qui les gens vont beaucoup, mais ça, le bulk barn, c'est pas c'est un peu du faux zéro déchet. Là. C'est des épiceries en vrac, mais qui attirent beaucoup des gens qui sont attirés par le zéro déchet, mais en fait, c'est pas eux, c'est pas une vraie valeur fondamentale. Eux, c'est juste une épicerie, c'est très, très capitaliste, c'est juste de l'achat en vrac. C'est tout, là, qu'il n'y a pas de valeur très ancrée derrière. Sinon, par contre, je connais bien les épiceries locaux à Montréal, puis même là, sur la Rive-Sud. Donc, qui, eux, ont vraiment une démarche hyper intégrée là, de A à Z, de réduction des impacts environnementaux là, à toutes les étapes. Là, donc, puis qui sont vraiment ancrés. Puis, on n'en a pas parlé encore beaucoup, là, mais qu'un des gros aussi moteurs de gaspillage là, dans la chaîne, c'est la surproduction. Hein. On a un peu vu là, chez les producteurs agricoles avec Mathieu tout à l'heure, que les producteurs, ils produisent plus,
pour pallier si jamais il y a des pertes à cause des intempéries ou des trucs comme ça, pour être sûr de répondre à la demande de leurs clients. Mais en fait, cette surproduction-là, elle se produit à toutes les étapes de la chaîne. Hein. Puis même nous, à la maison, quand on reçoit de la visite, on surproduit parce qu'on en fait plus pour être sûr que notre visite va en avoir assez, puis qu'on va pas les décevoir, puis qu'ils vont repartir bien rassasiés. Puis des fois, ça fait du surplus, puis des surplus, puis du gaspillage. Donc, ce principe-là, il arrive à toutes les étapes parce que, dans le fond, c'est qu'on a peur d'en manquer tout le temps. À toutes les étapes, on a peur d'en manquer, on a peur de décevoir nos clients. Donc, tout le monde surproduit. Puis les surplus, comme tout le monde, tous les clients ont déjà acheté ce qu'ils avaient besoin, les surplus, ils sont gaspillés. Fait que ça, c'est la peur justement de la rupture de stock qu'on appelle. Donc, les supermarchés, les épiceries, ils veulent absolument pas manquer de quelque chose de rien, parce qu'ils veulent pas décevoir leurs clients, puis que leurs clients décident d'aller acheter ailleurs finalement. Donc, mais il faut vraiment se sortir de cette peur-là de la rupture de stock, parce que c'est sûr que quand on cède en fait à cette peur-là, puis qu'on surproduit, qu'on surstocke tout le temps pour l'éviter, ça va générer du gaspillage inévitablement. Donc les épiceries locaux, je le sais qu'eux, ils font très attention à ça, de commander vraiment juste les quantités nécessaires, être sûr ils préfèrent justement avoir des ruptures de stock que d'avoir des surplus qui vont se perdre. Puis ça passe donc par l'éducation des consommateurs, que c'est de leur dire comme, oui, aujourd'hui, on n'a pas de tel produit, mais c'est pas grave, parce qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez consommer, plein d'autres choses que vous pouvez acheter. C'est pas grave qu'il manque de quelque chose. Il faut se sortir de l'idée que, oh mon Dieu, là, c'est plate, je peux pas acheter ce que je voulais aujourd'hui. Non, c'est pas grave. Il faut être plus flexible par rapport à tout ça. Il faut que toute la chaîne apprenne à devenir plus flexible, puis arrête d'être esclave de cette mentalité-là des ruptures de stock. Puis un peu aussi un autre projet là, qui est tout à fait en lien avec les communs, comme Yves-Marie parlait, c'est les groupes d'achat éco-responsables Nourrir. En fait, ça a commencé à Montréal, mais il y a des cellules un peu partout à travers le Québec maintenant, qu'on se sort complètement oui, il y a quand même de la marchandise qu'on achète, mais ça se passe dans des lieux hyper communautaires, en fait, à l'endroit où on passe notre commande en ligne. On arrive avec nos propres contenants, donc c'est zéro déchet aussi. Puis là, on passe à travers les différents kiosques qui remplissent nos contenants de ce qu'on a commandé. Puis c'est puis c'est fait par des bénévoles, beaucoup de bénévoles sur place. Il y a un esprit très, très communautaire avec de la musique. Il n'y a pas la pression. Puis il y a des minutes pour prendre pour danser, des minutes pour prendre du silence. On se sort vraiment de la logique marchande. On va à quelque part, on consomme, puis on s'en va. Il y a vraiment un grand esprit communautaire derrière ce mouvement-là de nourrir, puis c'est très, très positif, je trouve, en ce sens-là. En plus, c'est tous des aliments bio, ils favorisent les aliments locaux le plus possible, certifiés, équitables quand ça vient d'ailleurs, donc c'est vraiment aussi une démarche très, très intégrée à ce niveau-là. Vous identifiez, Éric, tu identifies, puis Yves-Marie l'avait fait tantôt, la quatrième façon de contrer le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire ancrer dans nos communautés. Donc, si on résume, on a trouvé 4 façons: réduire les surplus, regarder à réduire à la source. La 3e façon, c'est davantage d'avoir des systèmes parallèles au système actuel qui est purement sur la profitabilité. Et la 4e façon, c'est vraiment de travailler dans nos communautés, donc d'ancrer ça dans nos communautés, nos tables de concertation qui sont dans différents secteurs, dans différentes communautés au Québec. Il y a différentes façons de le faire, mais je pense que les citoyens, encore une fois, ça part très souvent des citoyens, mais les citoyens, quand ils prennent ça en main, ça permet aussi au gouvernement de voir que ces initiatives-là ont du sens et c'est ce qu'on souhaite que ça change davantage. Je ne suis pas certaine de ce qu'on vit en ce moment, à voir les gens qui font des provisions pour les 8 prochaines années, que c'est bien saisi, mais en même temps, quand même, parallèlement, on souhaite que le système réagisse davantage et peut-être même que ce qu'on vit actuellement va faire en sorte que les gens vont davantage partager si jamais on devient officiellement en rupture de stock. J'aime bien aussi ce que tu dis, Éric, du côté du fait que s'il n'y a pas de tel aliment, il y en a un autre.
Donc, cette idée là, d'être toujours axé sur les mêmes aliments, puis je voulais des avocats ou je voulais tel produit, c'est tout à fait une réponse adéquate. C'est pas grave, on peut manger autre chose. On a déjà une offre alimentaire tellement grande ici. Donc, il faut être capable de trouver d'autres solutions que de courir à 5 épiceries différentes pour trouver le produit que l'on cherche. On peut changer de recette, puis on peut changer d'ingrédients dans les recettes. Ben oui. Je vous amènerai sur un autre thème qui est celui de comment on peut donner une plus grande valeur sociale, économique et environnementale à tous ces projets. Donc, Mathieu, tu as été un peu silencieux dans les dernières minutes. Je te donnerai la parole d'abord. Alors, vraiment d'intégrer tout ça parce que des fois, on ne se rend pas compte que quand on réduit le gaspillage alimentaire, on aide des individus plus défavorisés, on aide aussi l'environnement. Donc, tout est dans tout, comme on dit. Alors, je te laisse la parole, Mathieu. Oui, ben, et Mathieu, je me permets de résumer plusieurs des questions qui proviennent de l'auditoire, à savoir, bon, pour la valeur sociale, comment, de votre côté, vous favorisez l'implication des citoyens? Quelles sont les retombées, justement, de cette implication-là? Et je sais que vous travaillez avec des producteurs locaux, donc des producteurs de plus petite surface. Donc, quel est justement l'avantage de pouvoir s'y rendre avec des bénévoles et en quoi... j'avais une question tout à l'heure, là, on nous posait la question, bon, est-ce qu'il y a des normes justement à assouplir à ce niveau-là pour permettre à des citoyens ou à des bénévoles de se rendre, par exemple, dans les champs pour récupérer des surplus. Donc, comment tout ça, c'est possible là, de votre côté? Ben, peut-être pour commencer avec ta dernière question, en fait, au niveau du travail du fait qu'on privilégie les partenariats avec les agriculteurs de petite échelle, c'est parce que naturellement, on a des liens avec eux. C'est une petite région ici, puis c'est pas mal nos amis, mais aussi parce que ça ne serait pas envisageable sur des fermes d'échelle industrielle de faire ce travail-là. Parce que probablement au niveau des normes, mais aussi au niveau de la machinerie qui est utilisée, le fait que c'est hyper mécanisé, donc il y a beaucoup moins de tâches qui peuvent être faites à la main, que le fait que c'est très spécialisé avec des technologies de plus en plus sophistiquées qui rendent difficile le bénévolat d'un jour. Donc, il y a une raison vraiment, on va dire, pratico-pratique là, au fait qu'on aille sur ces fermes-là. Après aussi, c'est des fermes souvent qui travaillent dans un esprit solidaire, communautaire et qui travaillent dans un esprit de respect de l'environnement. Donc, ça aussi, on a une communauté de valeurs donc avec eux. Après, au niveau de l'implication sociale dans le projet, ben nous, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour mentionner qu'on n'est vraiment pas le seul projet excusez-moi, de ce type-là au Québec. Yves-Marie mentionnait les fruits défendus. En fait, nous, on est directement inspiré de ce projet-là. On l'a juste modifié pour un territoire qui concilie ville et campagne. Là. Et on a parlé de l'escouade anti-gaspi en Outaouais, mais il y a aussi Masqui Récolte, il y a Deschenaux Récolte qui commence cette année. Puis j'en oublie, c'est sûr, là, il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un mouvement là, autour de ce type de projet-là. Et c'est très facile de mobiliser des gens, en tout cas, je parle pour mon expérience, pour ça. Les gens, le gaspillage alimentaire, c'est dans l'air du temps. Les gens veulent faire quelque chose, on leur offre une opportunité concrète. Ça permet, quand on parle de retombées sociales, ça permet d'avoir accès à la campagne, d'avoir accès à des espaces de production agricole auxquels on n'a normalement pas accès. On essaie, nous, par définition, Moisson, on travaille avec des populations marginalisées, donc les gens qui ne vont pas nécessairement avoir de voiture pour se déplacer sur un territoire comme le nôtre, donc ça donne accès à la campagne à ces gens-là. Ça permet aussi vraiment il y a une super grande mixité sociale dans notre projet qui nous est tombé dessus. Là, on l'a pas, on fait des efforts, oui, pour aller chercher des gens, on va dire, dans des situations plus difficiles, mais très spontanément, les bénévoles qui se sont présentés à nous, c'est autant des jeunes étudiants que des personnes retraitées, des travailleurs, travailleuses, des gens de différents niveaux socio-économiques aussi. Le seul endroit où il n'y a pas de diversité, c'est au niveau du genre. C'est, je vous dirais, à peu près 80% des femmes qui s'impliquent dans notre projet au niveau du bénévolat. Sinon, on a vraiment une belle mixité. Puis, c'est sûr que nous, on essaie de faire un effort accru pour permettre d'inclure des personnes justement plus marginalisées dans notre société
qui sont probablement les personnes qui ont le plus besoin d'avoir un accès à ces aliments-là, mais qui, pour toutes sortes de raisons, que ce soit des questions de santé mentale, tout à l'heure, je parlais des difficultés à se déplacer, des fois de l'isolement social difficile à briser. On travaille beaucoup avec des groupes aussi qui font l'accueil des nouveaux arrivants, qu'ils soient immigrants ou réfugiés, pour essayer de les intégrer dans le projet. C'est des gens qui, par exemple, on a beaucoup en ce moment d'immigrants du Congo et de la République centrafricaine, pour qui le communautaire, le milieu communautaire est quelque chose d'un peu abstrait. Je présume que dans leur pays, c'est structuré de façon complètement différente. Donc, il faut faire plus de communication, plus de démarches pour s'assurer que tous ces gens-là embarquent. Mais ils embarquent super bien. Puis, c'est ça, on a vraiment à peu près pas de difficulté du tout, même, je dirais, à recruter des bénévoles. Donc, c'est vraiment une initiative qui est super porteuse pour ça. Ouais. Votre modèle d'affaires, ton modèle d'affaires, Mathieu, intéresse pas mal de participants. Il y a deux grandes questions. Par exemple, est-ce que les producteurs reçoivent de l'argent pour les légumes et les fruits que vous récupérez? Et la deuxième question que j'ai vue passer, peut-être que j'en échappe, c'est est-ce que les gens... Comment vous êtes financés? Donc, quel type de financement vous avez? D'accord. Les producteurs, ce qu'on leur offre, c'est un reçu pour fin d'impôt. Donc, parce que nous, on est un organisme qui peut émettre des reçus pour dons de charité. Un organisme de présence. Exactement. Donc, ils reçoivent ça. C'est pas clair pour tous les producteurs que ça soit si intéressant que ça parce que leurs revenus ne leur permettent pas nécessairement de profiter de ce congé de taxe-là. Par ailleurs, au niveau du financement, c'est des subventions. On va avoir des subventions de différentes instances gouvernementales ou encore des partenariats avec des entreprises de la région. Il y a des jardins. Il y a TELUS qui est très implanté ici à Rimouski qui vont donner de l'argent chaque année aussi. Donc, c'est vraiment un bricolage. L'année passée, je dirais qu'on avait peut-être 6 ou 7 bailleurs de fonds différents là, pour un budget de 45 000. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de bricolage. Il y a la MRC également qui est impliquée là, à travers ces mesures pour le développement de la zone agricole qui vont nous donner aussi des sous pour nous soutenir. Puis, je dirais que c'est pas du tout facile. À chaque année, c'est vraiment un travail d'arrache-pied, de colliger tous les fonds dont on a besoin. Très bien. Ce qui pourrait être intéressant, je soulève une question ici à mon tour, ce serait peut-être de dire à nos gouvernements qu'ils pourraient donner un crédit d'impôt aux producteurs. Alors, si on a par exemple, on a le poids en tonnes de denrées qui sont distribuées chez vous et ailleurs, à ce moment-là, tu dis tu peux avoir un crédit d'impôt, ce qui serait probablement plus intéressant pour les producteurs à ce moment-là, parce qu'évidemment, le don, le reçu pour fin d'impôt est plus utile chez les particuliers que chez les entreprises. Mais tant mieux si ça marche chez vous, hein, on ne va pas briser ça. Mais je pense que si on avait à changer le modèle, ça pourrait être un incitatif à promouvoir votre modèle, ça pourrait être un incitatif fort intéressant. Yves-Marie, est-ce que tu as des choses à dire sur ce dossier? Sur ta grande question, hein, je répondrai en deux temps. D'abord, un petit retour. Je pense que pour effectivement donner davantage de valeur à ce genre de projet, ça passe effectivement par l'ancrage dans les communautés et finalement un élargissement aussi de ces initiatives pour qu'elles soient associées à d'autres types d'initiatives qui ne touchent pas forcément que l'alimentaire. Donc qu'on aille vers quelque chose que j'appellerais des fédérations de communs, ou des réseaux de communs qui permettent effectivement à de plus en plus de gens de commencer à sortir de ce passage obligé par la marchandise, comme je dis pour le réduire, pour le résumer. Donc, mais ce qui se passe dans certains coins du Québec me paraît intéressant. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur des exemples en dehors de Montréal. Donc, Rimouski a l'air bien intéressant, mais je pense qu'on a le modèle de Saint-Camille qui est très intéressant comme à l'échelle d'un village. Saint-Adrien aussi a l'air d'être aujourd'hui un endroit où il se passe beaucoup de choses très intéressantes dans cette perspective. La Gaspésie, j'ai vu qu'il y avait des participants qui l'évoquaient. J'ai parlé du cas de Cap-au-Renard, mais en fait, il y a plusieurs initiatives à l'échelle de toute la Gaspésie et qui travaillent les unes avec les autres en partie. On a accès, comme on a du temps ces jours-ci, je vous suggère de regarder le film Ramaillage de Moïse Marcou-Chabot,
qui justement, en 6 épisodes, en fait, fait un peu le tour de plusieurs initiatives gaspésiennes là, qui touchent d'ailleurs beaucoup à des questions alimentaires. Il est beaucoup question de bouffe, hein, c'est quand même la base. Donc, est-il disponible sur... Il est disponible sur... Oui, en plus, il est disponible légalement et gratuitement sur le site de l'ONF. Donc, Ramaillage, très beau titre qui dit bien d'ailleurs ce souci d'essayer de se mettre ensemble, de constituer des réseaux, parce que je crois que le mot ramaillage, c'était le mot qu'on utilisait pour désigner l'activité qui consistait à réparer des filets, donc des filets de pêche. Donc, refaire des filets de pêche, c'est ça. Donc, c'est un très beau titre qui illustre bien la perspective que je défendrais de cette fédération des communs. Après, je dirais que plus fondamentalement... si je t'arrête tout de suite, parce que quand tu parles de mettre en place des communs, ouais. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis sur les expériences que tu as vues? Si tu veux, c'est ce que fait, par exemple, ce que fait Bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, c'est bien d'essayer de constituer plusieurs communs pour répondre à plusieurs besoins qui sont non satisfaits aujourd'hui, ni par l'entreprise privée, ni par l'État, en fait. Hein. C'est-à-dire finalement, Pointe-Saint-Charles, voilà, une espèce de quartier dévasté, plus personne s'occupe d'eux. S'ils veulent s'en sortir et s'ils veulent rester là, il faut qu'ils développent eux-mêmes des solutions pour répondre à des besoins de base. D'où, par exemple, la clinique autogérée de Pointe-Saint-Charles, qui est un peu la dernière du genre. Mais Bâtiment 7, c'est ça à une échelle plus grande, en essayant de mettre ensemble dans un même espace plusieurs communs pour satisfaire plusieurs besoins fondamentaux. Donc, j'ai parlé du détour parce que là, il était question d'alimentation, mais ils ont aussi une taverne, besoin fondamental, hein, donc pas seulement pour l'alcool, mais aussi pour la sociabilité. Mais c'est aussi, ils vont accueillir normalement un CPE, ils vont accueillir, je pense, une maison de naissance. Ils vont donc c'est ça. Mais à chaque fois, on est dans cette logique communaliste où c'est collectivement qu'on essaye de définir ce dont on a besoin, collectivement qu'on essaye de produire, qui est nécessaire pour satisfaire ce besoin, et tout en étant aussi l'utilisateur, et tout ça dans le cadre de rapports qui sont des rapports a priori non hiérarchiques, quoi. Donc voilà, je sais pas si les mairies et les MRC prennent tout leur sens. Absolument, c'est ça. C'est vraiment le gros problème au Québec, si je comprends bien, là je ne suis pas assez connaisseur, mais c'est que les municipalités finalement sont des créatures du gouvernement provincial, ont très peu d'autonomie, et c'est sûr que je pense qu'une des choses à faire dans une perspective de transition vers le système auquel j'aspire, ce serait que les municipalités reconquièrent beaucoup plus de pouvoir, en fait, pour pouvoir justement soutenir, organiser ces choses-là, par toutes sortes de moyens. Tu évoquais les crédits d'impôt, par exemple, on pourrait avoir des choses très intéressantes à une échelle générale, mais qui seraient gérées plutôt par les municipalités, en fait. Donc, ça serait vraiment pour moi une des clés. Et puis, je dirais sur le plan fondamental aussi et macro, il s'agit en fait puisque vous posez la question de la valeur, je pense qu'il s'agit de remettre en question la conception de la valeur qui domine nos sociétés et nos vies aujourd'hui. Hein. Ce qui vaut dans nos sociétés, dans nos vies, c'est ce qui rapporte de l'argent, par la force des choses en fait. Hein. On est tous contraints par ça, hein. Qu'on soit salarié ou qu'on soit producteur, on est tous contraints par cette exigence. Donc ce qui vaut, c'est ce qui contribue au PIB, c'est ce qui contribue à la croissance. Et on se rend compte que cette croissance aujourd'hui, finalement, elle s'avère assez destructrice sur le plan écologique, elle s'avère souvent injuste sur le plan social. Je pense que le gaspillage alimentaire, c'est une preuve même de l'échec de ce système, puisque finalement, d'un côté, il y a énormément de choses qui sont produites, qui sont perdues, et de l'autre côté, on a des quantités énormes d'humains qui n'ont pas de quoi manger. Enfin, donc c'est la preuve même, je pense, du fait que ce système ne tient pas, quoi. Bon, et de son caractère injuste. Donc, je pense qu'il est grand temps de le remettre en question, et aussi d'ailleurs pour pas s'épuiser, parce qu'il y a un certain nombre d'initiatives qu'on a évoquées tout à l'heure qui sont très intéressantes, mais qui sont à la marge et qui s'épuisent à jouer le rôle un peu de pansement sur des jambes de bois là. Mais qui permettent pas au système d'évoluer vraiment. Donc, d'où la nécessité de passer à quelque chose de plus fondamental, de plus systémique, comme le disait Mathieu. Pour moi, une des clés, je termine là-dessus, ça suppose de marginaliser en fait une forme d'organisation qui est absolument centrale dans nos sociétés, qui est l'entreprise privée. En fait, pour moi, l'entreprise privée, elle est un peu au cœur du problème, et c'est une forme qui devrait être marginalisée peu à peu au profit d'autres formes d'organisation comme celle des communs. Alors là-dedans, on pourrait imaginer que l'entreprise privée ait quand même un rôle à jouer dans la transition,
mais à une condition, c'est qu'elle se donne comme objectif de disparaître, hein, de disparaître le plus vite possible. C'est-à-dire, oui, ça peut être très utile, très efficace, une entreprise pour lancer certaines idées, mais elle doit ensuite se donner comme mission, en tout cas ça doit faire partie de sa planification, de dire, bon, bah, une fois que j'ai lancé l'idée, je disparais au profit, par exemple, de formes communalistes, de production de services ou de biens dont nous avons besoin collectivement. Voilà. Merci Marie, le temps file vraiment. Je viens tout juste de regarder l'heure et je me rends compte qu'il est près de 13 heures. Oui. Il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés, mais on a encore 125 participants avec nous que nous devrons libérer dans les prochaines secondes. Donc, il est temps de conclure. Oui. Il est temps de conclure, effectivement. Donc, alors, on a parlé beaucoup de projets innovants, de projets qui sont même en croissance. On parle de décroissance avec toi, avec Marie, mais je veux dire des projets en croissance pour réduire la croissance ou le gaspillage. Comment on peut maximiser l'impact pour conclure? Je laisserai la parole à Éric pour conclure sur ces projets de contrer le gaspillage alimentaire. Ouf, toute une question. Comment maximiser les impacts? Ben, je pense que c'est de réaliser chacun, en fait, notre responsabilité ou le rôle qu'on peut jouer, en fait, dans la transition écologique, économique, de réaliser comme, OK, moi, en quoi j'en suis responsable? Comment je peux faire les choses différemment? Comment je peux tendre vers un modèle, justement, qui est plus communautaire, puis qui est moins capitaliste, puis comment faire en sorte... Je pense que c'est chacun à son niveau de réaliser ça, puis de voir comment, de s'informer sur les modèles alternatifs, comment on peut soutenir ces modèles-là, comment on peut en faire partie, d'avoir une grande réflexion collective le plus possible, puis de transmettre ça à notre entourage aussi, le plus possible dans notre sphère d'activité, d'entamer cette transition-là, puis pas dans quelques années, là, dès maintenant. Donc, rapidement, on laisse la parole à Mathieu qui a été tranquille dans les dernières minutes. Non, mais quelque chose, je pense, qui est en filigrane de ce qu'on a dit aujourd'hui. Je pense qu'une des solutions, là, des grandes solutions, justement, pourrait être tenter de développer des systèmes agricoles, agroalimentaires, plus qu'agricoles même, locaux. Donc là, en ce moment, on parle beaucoup de paniers bio, de maraîchers bio, mais est-ce qu'on peut produire les grains? Est-ce qu'on peut produire les produits laitiers? Est-ce qu'on peut produire vraiment l'ensemble de ce qu'on fait? Puis à l'échelle, justement, on parlait des municipalités, donc des biorégions, des territoires là, qui font sens aussi d'un point de vue écologique et social, pas des cartographies qui ont été découpées dans une officine gouvernementale. Donc vraiment, un peu comme ce qui est illustré dans Ramaya, j'essaie de créer vraiment sur le territoire des systèmes agroalimentaires qui font sens parce que je pense qu'on l'a bien montré aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire qui sont liés à cette échelle macro sur laquelle on n'a pas de contrôle, en fait. Très bien. Merci. Je te laisse la parole, Marianne. Eh bien, je crois que vous avez réussi, en fait, à répondre à pas mal des questions qui étaient dans le chat, le fil de discussion. Donc, un énorme merci à vous tous. On a dépassé deux petites minutes le temps prévu. Donc, un grand merci à vous tous d'avoir été présents. Je vous invite à notre prochain webinaire 100 degrés, donc le 23 avril. On parle d'urbanisme durable. Hein? On reste dans la thématique du développement durable pour une 3e fois à 100 degrés. Donc, Joanne sera des nôtres hein, comme animatrice. Donc, encore une fois, Joanne, je vous remercie pour l'animation et je vous remercie Yves-Marie, Éric et Mathieu d'avoir participé aujourd'hui. À vous tous, je vous dis à très bientôt. Si je peux me permettre dans ce contexte, regardez vos garde-manger et pensez à vos voisins, votre famille et distribuez, s'il vous plaît, parce que c'est important qu'il y en ait pour tout le monde. Oh oui. Très bien dit. C'est un beau mot de la fin. Oui. Ouais. Merci. Merci à tous.